Dernière table ronde cet après-midi, nous allons reprendre donc cette question de l'insertion vue sous l'angle de l'insertion des jeunes dans l'agriculture aujourd'hui. Alors, de manière assez étonnante, en fait, cette thématique de l'installation des jeunes agriculteurs est restée très absente des agendas du développement pendant 2-3 décennies, quasiment 3 décennies entières. Et je me rappelle, il y a 5 ou 6 ans, quand on essayait de faire rentrer cette thématique, donc il y a 5 ou 6 ans encore, quand on essayait de la faire rentrer dans les agendas de recherche, ce qu'on nous rétorquait, en fait, c'était que, bon, installation des jeunes agriculteurs, ça, c'est une question pour agriculteurs riches, agriculture riche, et qui a les moyens d'accompagner ces jeunes, mais certainement pas une question pour l'agriculture des pays du Sud. Aujourd'hui, cette thématique, on l'a vu dans les présentations de ce matin, est venue de manière forte dans les agendas du développement. Donc à la fois par d'abord les travaux sur la démographie. On a cité ce matin Ruralstruc, par exemple, comme source de données chiffrées sur l'ampleur du problème démographique qui est posé. L'ampleur des problèmes de marché du travail agricole. Sur ce point, je vous recommande la lecture d'une communication récente de Henri Rouillet-Dorfeuille qui situe cette dimension marché du travail agricole à l'échelle de la planète et qui donne des chiffres qui sont extrêmement impressionnants. Autre enjeu qui réactualise ou actualise fortement cette question de l'insertion agricole, c'est la montée des tensions urbaines, des violences urbaines et donc la réflexion des gouvernements, des États sur finalement le danger que représentent ces jeunes qui arrivent dans les villes, qui vont chômer dans les villes et donc quelle solution par rapport à cette question. Les facteurs de blocage ont commencé à être évoqués ce matin. Facteurs de blocage de l'insertion. Donc de manière générale, on a parlé de problèmes fonciers, on a parlé de problèmes de financement, et puis on a parlé aussi, un peu sous-jacent, mais quand même très très présent finalement aussi, de l'envie des jeunes de devenir agriculteurs. Qu'est-ce qui peut faire que les jeunes retrouvent une envie de devenir agriculteurs ? Ce qu'on voit en regardant ces problèmes, c'est que cette problématique, elle ne va pas être résolue spontanément par les forces du marché. Les seules forces du marché n'arriveront pas à résoudre ni les problèmes fonciers, ni les problèmes de financement, ni les problèmes d'accompagnement. Et donc qu'il y a nécessité d'avoir des dispositifs et d'avoir des politiques publiques venant en appui à ce type de problème. Donc, la table ronde de cet après-midi nous donne l'occasion de confronter le regard de différents acteurs qui sont insérés dans des dispositifs d'appui à l'insertion de différentes manières. Et donc, ce que nous vous proposons, c'est, à travers ces 4 expériences qui vont vous être présentées brièvement, de réfléchir aux freins de l'insertion, aux limites de l'insertion des jeunes agriculteurs aujourd'hui, et aux solutions qui sont expérimentées dans ces 4 situations par rapport à ces questions. Alors, ces solutions, nous allons essayer de les aborder à la fois sur le plan très micro, comment accompagner ces jeunes agriculteurs, sur le plan méso, l'importance des dynamiques organisationnelles, des dynamiques de collectivité territoriale, et sur le plan macro, donc la construction des politiques publiques, et aussi de manière plus large, la question du changement du regard de la société sur l'agriculture et sur l'agriculture familiale, qui participe aussi fortement à cette question de l'insertion. Donc, organisation de la table ronde. Donc, nous avons quatre intervenants. Donc, Madame Plougastel des Maisons familiales rurales, Monsieur Boulan de FERT, donc une expérience à Madagascar. Monsieur Angot du programme AFOP de Madagascar et Monsieur de Cameroun, pardon. Pardon, Pierre-Blaise. Je mélange mes termes. Et Monsieur Guénou, du Bénin, de l'organisation des riziculteurs du Bénin. Alors, je vous demanderai donc dans un premier temps, aussi brièvement que possible, soit en 3 minutes, à peu près,
chacun d'entre vous de présenter votre expérience de manière à ce que nous puissions ensuite contextualiser cette question des freins, des limites et cette question des solutions aux différents niveaux. Madame Plougastel. Donc 3 minutes. Donc Valérie Plougastel, je suis coordinatrice du service Relations internationales à l'Union nationale des maisons familiales rurales à Paris, qui est la fédération des 450 associations françaises. Les maisons familiales en France, ce sont des centres de formation par alternance qui ont plus de 75 ans et qui sont gérés par des associations de parents avec des formations de la 4e jusqu'à la licence, 70 000 jeunes et adultes en formation. Donc dans différents domaines, l'agriculture, mais aussi les métiers du rural et plus globalement tout ce qui concerne les jeunes et la ruralité. Depuis les années 60, les maisons familiales françaises ont souhaité avoir des partenariats avec des communautés, des groupes de producteurs ou de parents à l'international, d'abord en Afrique et puis ensuite en Amérique latine et aujourd'hui en Asie. Il existe des maisons familiales sur une quarantaine de pays, dans une quarantaine de pays à travers le monde. Et nous, en tant que maison familiale française, nous sommes partenaires avec des maisons familiales dans 20 pays. Et aujourd'hui, on parlera plus particulièrement de l'Afrique de l'Ouest parce que ce matin, il y a beaucoup d'éléments qui ont été très, très intéressants, entre autres de contextualisation par rapport aux jeunes. On aurait pu aussi parler, et on y reviendra peut-être, de ce qu'est la formation. Parce qu'aujourd'hui, sous le terme formation, on amalgame un peu tout et son contraire. On parle aussi bien d'une formation quand il s'agit de vulgarisation pendant 2 heures, que de formation longue, de formation initiale et de formation continue, alors que c'est bien différent. Et quand on souhaite réfléchir à l'insertion et l'accompagnement des jeunes, je pense qu'il faut se mettre d'accord et qu'on parle de formation longue et sur un projet de jeunes en termes d'avenir socio-professionnel dans le milieu rural. Donc, bonjour à tous, Christophe Boulan, assistant technique à FERT à Madagascar depuis 2008. Donc, FERT est une association de coopération internationale créée à l'initiative de professionnels agricoles français avec comme mandat d'accompagner des groupements de producteurs à créer des services, mettre en place des services qui répondent à leurs besoins. Donc ça peut être des coopératives, des caisses de microcrédit et des centres de formation. Donc FERT intervient dans 13 pays et concentre une grande partie de ses activités à Madagascar. Donc FERT intervient à Madagascar depuis 1986 et a participé à la création d'une organisation paysanne qui s'appelle FIFATA, en français Association pour le progrès des paysans, qui est aujourd'hui une des 5 organisations paysannes fêtières malgaches, donc d'envergure nationale. Et donc avec FIFATA, FERT créer des différents services pour répondre aux besoins des paysans. Au début des années 2000, FIFATA a exprimé la nécessité de travailler pour les jeunes, ses enfants. L'État était complètement absent des politiques jeunes et donc il y avait la volonté à la fois de répondre à un besoin de créer un service et de nourrir une réflexion nationale. Donc FERT et FIFATA ont créé 4 collèges agricoles progressivement ces 10 dernières années, des collèges qui forment des jeunes de 15 à 20 ans au métier d'exploitant agricole. Donc 2-3 chiffres, 300 jeunes qui ont été formés depuis 10 ans et 300 jeunes en formation actuellement. À côté de ces volets formation initiale des jeunes, FERT et FIFATA ont développé la formation des formateurs agricoles pour pourvoir les postes de formateurs de ces collèges et ont initié depuis 4 ans un dispositif d'accompagnement post-formation, d'accompagnement donc des jeunes à leur insertion depuis 2009. Donc, voilà. Merci. Merci, je suis Monsieur Pierre-Blaise Angot. Je ne me présente pas par rapport à ce qui est écrit ici. J'ai plusieurs casquettes. Je préfère la casquette j'anime un programme de rénovation de la formation agricole dans mon pays qui s'appelle AFOP. AFOP, appui à la formation professionnelle. Mais il faut garder dans l'esprit, dans les secteurs de l'agriculture
de l'élevage et de pêche parce que comme au Sénégal, nous sommes les rares pays qui séparent l'agriculture et l'élevage. Donc c'est sous la co-tutelle de deux ministères différents, agriculture d'un côté, élevage de l'autre. Maintenant, je voudrais vous donner 6 repères qu'il faut garder à l'esprit pour comprendre la suite de ce qui va se passer avec nous. D'abord, AFOP est une institution publique. C'est un instrument de mise en œuvre de la politique de développement du secteur rural. Donc c'est un instrument de mise en œuvre de cette politique avec 3 grands défis à la clé. Créer des emplois dans le secteur rural, créer de la croissance économique et le dernier repère, renouveler la main-d'œuvre agricole parce que tous les jeunes viennent en ville conduire les motos au Cameroun. Le deuxième repère qu'il faut garder, c'est que ça a une portée nationale. Donc si c'est une initiative expérimentale, elle est de portée nationale. Ça, c'est le deuxième repère qu'il faut garder. Maintenant, le troisième repère qu'il faut garder, c'est que ça a une entrée territoire. Bien que national, on entre dans les territoires. Le dispositif de formation répond à la demande des territoires en termes de métiers pour créer de la croissance et de l'emploi. Quatrième repère qu'il faut garder, c'est qu'il y a dans ces territoires l'implication de tous les acteurs dans la mise en œuvre à la fois de la formation et bientôt, je vous parlerai de l'insertion. Le quatrième repère qu'il faut garder, c'est que ce programme est mis en œuvre depuis 2008, avec une première phase qui a duré de 2008 à 2012, et une deuxième phase qui vient de démarrer de 2012 et qui s'arrêtera en 2016, sous financement fonds CD2, compris contrat de désendettement et de développement, la remise de dettes, et avec pour opérateur l'AFD. Dans la première phase du projet, on était autorisé à faire de la formation et préparer à l'insertion. Au moment où on voulait remettre à ceux qui insèrent les jeunes formés, ils nous ont remis cette patate chaude. Conséquence, la deuxième phase de 2012 à 2016 est obligée de faire de l'installation. Et c'est dans ce contexte que je suis ici, parce que tout le monde m'a prévenu qu'on va échouer, parce que toutes les tentatives, et l'animatrice l'a dit, toutes les tentatives dans l'agriculture ont échoué. Je suis donc ici, pas pour vous présenter une innovation, mais surtout pour m'assurer que ce que je prendrai ici me permettrait de ne pas échouer. Je vous remercie. Merci beaucoup. On m'appelle Pascal Benou, ou encore le rebelle. Le rebelle parce que à un moment, j'ai refusé d'aller à l'université, mais de devenir agriculteur. Ça veut dire rejeté par toute la famille, mais aussi beaucoup de ceux qui étaient proches de moi. J'avais la conviction que l'avenir, c'était dans l'agriculture. Et ça veut dire que je me suis engagé dedans. Avec un certain nombre de collègues, nous avons travaillé très dur, ce qui a conduit à la mise en place du Conseil de concertation des riziculteurs du Bénin, qui est le cadre qui regroupe les organisations de producteurs. Et dans cette organisation, on a une forte proportion de jeunes, parce que de plus en plus de jeunes déscolarisés, intéressés par des activités agricoles rentables, se mettent dans le riz. Et donc ce conseil de concertation des riziculteurs travaille vraiment pour la promotion des jeunes et utilise aussi d'autres outils, qui est par exemple la ferme école, qui est un modèle un peu inspiré du dispositif de formation du Centre Songhai, mais à la grande différence que c'est un milieu complètement rural, c'est piloté rien que par des agriculteurs au profit des agriculteurs. En plus de ça, depuis 2 ans, je suis le président du cadre de concertation des organisations de producteurs de riz de l'Afrique de l'Ouest. Voilà un peu en termes de présentation. Merci, Monsieur Guény. Je complète les présentations juste en mentionnant pourquoi je suis dans cette table ronde. Donc j'ai des activités
de formation, de recherche sur cette thématique de l'insertion en agriculture, notamment à travers du suivi de thèse, dont une thèse au Cambodge qui est centrée sur ces questions. Et puis, depuis à peu près 2 ans maintenant, j'accompagne le programme AFOP pour la définition et la mise en œuvre du dispositif d'insertion. Venons-en maintenant à la question des freins. Les freins à l'installation. Donc, on a abordé cette question à travers des entrées un peu génériques, un peu générales ce matin. Est-ce que vous pourriez, dans chacune des expériences que vous pilotez ou que vous accompagnez, nous dire quels sont les freins principaux que vous voyez dans cette question de l'insertion, en essayant d'être aussi concret et opérationnel que possible dans votre approche, dans votre analyse. Je vais essayer de synthétiser un peu ce que j'ai pu et ce que j'entends au quotidien quand je rencontre les familles et les jeunes dans un certain nombre de pays d'Afrique de l'Ouest. Et je resterai aussi sur cette dimension Afrique de l'Ouest parce qu'on est aussi, par exemple, en Amérique latine dans un tout autre contexte ou en Asie. Concernant les principaux freins, quand on discute avec les jeunes et leurs parents, dans un premier temps, on reviendra sur des généralités, mais je pense que c'est important de se le redire, c'est qu'aujourd'hui, le milieu rural et plus particulièrement l'agriculture n'est pas quelque chose d'attrayant. C'est peut-être à se redire, mais je pense qu'il faut vraiment que, et les jeunes nous le disent, il faut vraiment que vous preniez conscience, parce que vous arrivez, vous dites super, il faut se former. Culture. On est tous convaincus. Et les jeunes en face de nous, et les parents, ils sont loin d'être convaincus dans un certain nombre de lieux. Et c'est souvent par obligation. Du fait que les métiers ne soient pas reconnus, mais aussi que la ville fait beaucoup rêver et qu'il y a peu de perspectives quand même en termes de développement économique et personnel à court terme pour la plupart des jeunes qui sont issus de familles, on va dire, modestes. Je ne reprendrai pas les termes ce matin qui ont été utilisés plus spécifiques, mais disons de familles modestes. Et pour ces jeunes-là, et puis pour leur famille, il y a aussi toujours l'attrait du métier de fonctionnaire qui reste vrai. Et les lumières de la ville. Alors parlons, si on pourrait aussi parler du Sénégal, j'en reviens la semaine dernière, et les jeunes parlaient des barques et puis de plus loin que l'océan, ça reste quand même, et ils en parlent. Bon, il faut un peu de temps parce que c'est quelque chose qui est caché dans le premier discours, mais quand on reste un peu avec les jeunes, ils en parlent. Un deuxième élément aussi, c'est que les jeunes, ils ont, ok, l'agriculture, ils savent qu'ils vont peut-être être obligés d'en faire par obligation, mais ils aimeraient bien faire quelque chose avec l'agriculture. Être maçon, être réparateur de moto ou être menuisier. Et souvent dans les programmes ou dans tout ce qui se fait non seulement par des organisations comme les nôtres ou par des appuis locaux et nationaux, c'est dans une thématique et simplement, par exemple, on va faire de la formation agricole ou de la formation à l'artisanat. Et la volonté des jeunes de pouvoir avoir plusieurs activités qui correspondraient à certaines époques de l'année ou à leurs envies est très peu pris en compte, que ce soit dans les formations, mais encore plus difficilement dans les conditions après d'accès aux matières premières ou tout ce qui est nécessaire. Les formations pour les jeunes agriculteurs aujourd'hui et les jeunes artisans ou autres sont, on va dire, peut-être peu adaptées, mais surtout peu reconnues. Il y a très peu de diplômes qui reconnaissent, ou de certificats qui reconnaissent les formations terrain. Alors on pourrait dire que ça ne sert à rien, évidemment. Quand on voit ça de l'extérieur, qu'est-ce que ça peut apporter? Mais on sait tous que c'est très important, que quand on rentre dans une case, il y a un diplôme, il y a un certificat qui soit accroché, qui puisse reconnaître, que le jeune puisse être reconnu dans ce qu'il est, et qu'il puisse aussi afficher une appartenance à un groupe. Donc ça, c'est aussi des choses qui semblent des freins aujourd'hui parce qu'on pense que voilà, c'est secondaire, mais pas à mettre en avant. Un autre élément aussi, c'est qu'on considère souvent que, quand les jeunes le disent, que la formation agricole ou la formation aux métiers ruraux est une fin en soi. Et on ne l'envisage pas obligatoirement avec des possibilités de passerelle vers d'autres formations ou d'autres niveaux.
Et il est clair que ce serait aussi intéressant que ces jeunes puissent être formés, bien sûr, à l'agriculture ou à des métiers ruraux, mais pas obligatoirement que pour rester en milieu rural. On pourrait accompagner des jeunes dans un projet de vivre mieux dans d'autres secteurs. Il faut qu'on soit aussi les uns et les autres réalistes. On ne le dit peut-être pas assez. On n'a pas de chiffres. Mais tous les jeunes ne resteront pas en milieu rural, ne pourront pas tous avoir une activité agricole. Aujourd'hui, dans certains nombreux discours, on fait comme si tout le monde restera en milieu agricole demain et tout le monde aura une activité en milieu agricole. Est-ce qu'on peut se permettre de dire ça et entre guillemets de cacher, de dire « Ah si, vous allez devenir agriculteur, il faut rester dans le milieu agricole ». Donc comment aussi envisager pour les jeunes, sans faciliter l'exode, on est bien d'accord, ou la migration, mais permettre aux jeunes de développer un projet personnel qui soit celui qui leur convienne. Je pense que c'est vraiment... Je ne sais pas si les réponses à envisager, on les dit non, on va rester dans un second temps. Sur les problèmes dans un premier temps et on verra ensuite les éléments. Bien sûr, sur les difficultés, les freins, il y a des facteurs qui sont vraiment pas favorables pour créer ou développer l'activité que les jeunes souhaitent. On pourrait revenir sur les problèmes de foncier, sur les problèmes d'accès au crédit. Je pense que, et beaucoup de jeunes l'expriment, c'est qu'ils viennent dans un premier temps en formation un peu contrainte, comme les uns et les autres l'ont dit, mais on ne part pas de projets de jeunes et on ne les accompagne pas dans cette dynamique. Parce que ce qui peut être intéressant, c'est d'accompagner le jeune, il arrive avec un projet, même si c'est le projet de ne pas rester. Parce que ça peut être aussi, il vient en formation pour s'en aller, etc. Mais comment, en tant que formateur, comment les organismes de formation peuvent accompagner ces jeunes dans leurs projets, dans l'élaboration de leurs projets, à partir de ce qu'ils souhaitent, à partir aussi de la connaissance que les jeunes pourront avoir de leur environnement, et non pas seulement des connaissances techniques qu'ils vont acquérir pour ne pas pouvoir les développer parce que ce ne sera pas obligatoirement un champ du possible. Comment on permet à ces jeunes, en fonction des réalités, de l'environnement, de développer ce qui sera rendu possible et qui leur conviendra et qu'ils auront bâti, et de les aider à trouver les partenaires qui leur permettront ça. Juste pour finir, un autre élément qui semble un frein, on parlait de réparation de téléphone ce matin en milieu rural. Il faut déjà qu'ils puissent avoir accès au téléphone. S'il n'y a pas, aujourd'hui c'est dans beaucoup d'endroits, c'est possible, mais dans un certain nombre d'endroits en milieu rural, en Afrique, que les uns et les autres on connaît, le téléphone il passe pas. Si le téléphone ne passe pas, les jeunes ne resteront pas. On disait avant ça des pistes, mais aujourd'hui je pense que beaucoup de jeunes le disent, c'est le téléphone, c'est la télé, c'est des activités de loisirs et de culture, parce qu'ils n'ont pas envie d'être des parias de la société, parce qu'ils ont la possibilité de voir comment vivent les autres jeunes, et ils ont vraiment aussi le souhait d'être comme les autres jeunes et d'être reconnus comme les autres jeunes. Donc, non seulement les facteurs économiques, mais les facteurs sociaux qui permettront aux jeunes de rester là où ils ont envie de développer leur propre projet dans de bonnes conditions. Merci. Donc un premier regard qui met l'accent sur la dimension d'insertion sociale de ces jeunes dans le milieu rural et des questions que pose une insertion agricole par rapport à cette dimension-là. Monsieur Boulan. Oui, je suis d'accord avec une grande partie des points que ma voisine a évoqués. Je voudrais quand même revenir, avant de passer aux freins identifiés de notre côté, sur 2-3 aspects. Le manque d'attrait pour le métier d'agriculteur, c'est quelque chose d'essentiel. Et les organisations paysannes ont un rôle important à jouer à ce niveau-là. Nous, la formation dans les collèges agricoles, peut-être à la différence des MFR, est exclusivement, et c'est un parti pris, on peut le critiquer, exclusivement orientée vers le métier d'agriculteur et pour former des jeunes agriculteurs. Donc en théorie, quand ils sortent du collège agricole, le problème du manque d'attrait, il n'existe plus. La formation a pour objectif de leur montrer que le métier d'agriculteur, on peut en vivre et que ça peut être un métier intéressant. Et voilà. Donc ça, normalement, à la sortie des collèges agricoles, nous, on a plus ce problème de manque d'attrait. Et deuxième chose, c'est sur sur le fait de former à d'autres métiers ruraux. Alors c'est vrai, tous les jeunes ne pourront pas être agriculteurs.
Pour autant, forme-t-on assez de bons jeunes agriculteurs aujourd'hui ? En tout cas, pour le cas à Madagascar, je ne pense pas. Donc la question de la diversification des formations vers d'autres activités, certes, elle viendra, mais il ne faut pas oublier, et je pense que c'est aussi quelque chose d'essentiel, pas oublier de former aussi des bons agriculteurs, des bons jeunes agriculteurs. Ensuite, j'en viens sur les freins qui nous ont conduits à mettre en place le dispositif d'accompagnement post-formation après les collèges agricoles. Donc les premières promotions étaient sorties en 2007 et 2008. Dans un premier temps, des dispositions avaient été recherchées avec les organisations paysannes. Pour autant, ça semblait insuffisant et l'accompagnement nécessitait des moyens. Donc on a mis en place à partir de 2009... Pardon, les freins, les réponses aux freins, on vient après. Okay. Donc les deux principaux problèmes dans ce cas-là qui a été identifiés, c'était un manque d'accompagnement. Le jeune, quand il sort des études, il est encore jeune, c'est-à-dire que souvent il a une vingtaine d'années. Le fait de s'insérer, de s'installer, ça demande un changement de statut important et un investissement personnel fort. Il doit s'affranchir de certaines contraintes, de certaines craintes également, et apprendre à gérer la prise de risque. Son entourage souvent n'est pas hyper favorable à son autonomisation, donc il doit aussi prendre un petit peu de distance vis-à-vis de ça, et doit être surtout assuré dans l'ensemble de ses choix. Donc ça, c'était un des premiers éléments qui nous a conduit à mettre en place un dispositif. La deuxième chose, donc, c'est des questions plus matérielles, les questions de financement, évidemment, et puis les questions de foncier. Voilà. Merci. Je crois qu'on ne peut pas aborder la notion de frein sans qu'on soit en mouvement, sinon on ne freine pas du coup. Alors, donc, je voudrais d'abord... dit qu'il faut qu'on comprenne ici, quand on parle d'insertion, la couleur de vos peaux, c'est certainement des contextes extrêmement différents par rapport à la mienne, au mien. Quand on insère chez nous, c'est dans un territoire et non dans une entreprise, parce que, comme on l'a dit ici, entreprise zéro. Hein. Ça veut dire que déjà la demande est assez compliquée à cerner, parce qu'elle est une demande de territoire et non une demande d'un acteur. Premier élément. Et c'est ça qui nous a permis de comprendre pourquoi la patate était chaude et que tout le monde l'a refusée. Parce qu'il ne s'agit pas ici d'un acteur en face, mais d'un territoire en face. Ça veut dire plusieurs acteurs. Alors, comment on y est arrivé quand on s'est rendu compte que la patate était très chaude même? Alors, on est d'abord parti questionner. Et avec l'aide de ma voisine de gauche, les jeunes qui se sont auto-installés pour comprendre leur trajectoire de vie, qu'est-ce qui s'est passé? Première entrée, on a eu un retour terrible d'expérience. Deuxième entrée qu'on a eue, c'est qu'on a mis des études en place avec des jeunes pour voir ceux qui rêvaient de s'installer. On avait déjà 900 jeunes entre les mains qui se chauffent et qui continuent à s'échauffer. Ça dure dans le banc jusqu'à présent, ils se chauffent encore. Et qui avaient préparé des projets, on a envoyé les gens questionner comment ils raisonnaient le projet. Deuxième entrée, et comme on en avait 200, on a fait un échantillonnage de ces 200. Ça nous a donné aussi un autre regard. Et enfin, on est allé questionner ceux qui se sont cassés le nez et qui ont d'ailleurs refusé de prendre nos jeunes. Sur la base de ces 3 entrées, on a donc ressorti un ensemble de freins que je vais vous donner. Alors, je les regroupe en 2 grands groupes. Les freins liés à l'environnement d'insertion, puisque le jeune s'insère dans le milieu. Alors, le premier rejoint, les freins qui sont à l'intérieur rejoignent mes prédécesseurs. L'accès au foncier. Il faut dire que nous sommes dans... Le Cameroun est très diversifié. On a des zones hautement densifiées, où la densité de la population est très élevée. L'ouest du Cameroun, par exemple, c'est des densités énormes. Et on a des zones de forêt qui sont très peu peuplées. Mais quelqu'un a dit ce matin, mais on interdit l'entrée en forêt aussi. Les deux se retrouvent dans plus ou moins les mêmes contraintes. Donc, le gars de la forêt a quelques forêts, mais on lui interdit d'entrer dans des forêts appelées protégées ou je ne sais pas quoi. Voilà. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément qu'on a eu, c'est l'accès au financement. Et là, il est confronté à 2 choses.
déjà les gens n'acceptent pas de financer l'agriculture chez nous, parce que c'est un métier à très haut risque, zéro assurance derrière. Mais quand c'est encore le jeune, ça devient 2 fois plus compliqué. Donc, le problème de financement. Et enfin, lié à l'environnement, le manque de références technico-économiques. Je vous préviens, le Cameroun a 5 zones agroécologiques. Et tous ceux qui sont agronomes savent que l'agriculture est une science de localité. Ça veut dire des localités forcément différentes. Personne n'a la recette d'un jeune qui s'installe en plus dans une polyculture très complexe d'un système que lui, il veut vivre avec son système tout en dégageant les revenus. Aucune recette n'est disponible entre nos mains là pour dire voilà la combinaison que tu utilises. Voilà les facteurs, les fronts liés à l'environnement. Je reviens sur les facteurs liés au jeune lui-même. On s'est rendu compte que le jeune lui-même a d'autres facteurs, d'autres fronts. Comment va-t-il vivre la première année en attendant l'entrée en production de son projet? C'est un questionnement énorme. Deuxième chose, il devient, en fait, du côté de la famille, on lui met une pression en nul autre pareil parce qu'il devient celui qui va sauver la famille. Je ne sais pas si vous connaissez la famille africaine, le cousin, l'arrière-cousin, la belle-mère, l'arrière-belle-mère. Alors, il est dans une pression terrible parce que tout le monde compte sur lui. C'est un véritable problème. Et lui-même, il commence mal. On a un réel problème de dimensionnement du projet et même de progressivité. Tous veulent aller trop gros et trop vite. Ça, c'est lié au jeune lui-même, cet élément-là. Et enfin, on a un ensemble de risques qui côtoient le projet. Il y a le risque technique. J'ai parlé tantôt de manque de références technico-économiques. Il y a forcément un risque technique derrière. Un risque de gestion avec ses cousins et arrière-cousins. Il peut confondre capital et bénéfices et ça peut devenir très très compliqué. Le risque du marché, dans des zones parfois très enclavées. Le risque de santé, parce qu'il suffit qu'un vrai paludisme le plombe au moment de la mise en saison pour que le projet prenne du plomb dans l'aile. Et enfin, il y a un risque social qui n'est certainement pas dans votre environnement. Chez nous, c'est la jalousie qui est, entre guillemets, appelée sorcellerie derrière. Alors, voilà l'ensemble des fronts. Et je crois que l'expérience que je veux vous présenter, certainement dans la dernière partie de notre intervention, serait comment on a donc mis en place le dispositif pour essayer de régler ces fronts. Je vous remercie. Ok. Sur les freins et les limites. Les freins et les limites, merci beaucoup. Je vais évoquer globalement 3 freins. Le premier est un peu lié à l'insuffisance de formation et d'accompagnement. Il faut nous convaincre que l'agriculture n'est pas une science, c'est plutôt un carrefour de sciences. C'est beau, l'agriculteur, il doit faire beaucoup de choses. Et pour vraiment mieux le faire, il faut qu'il soit accompagné, qu'il soit initié au moins dans certains domaines. Ça, c'est extrêmement important. Le deuxième grand frein que je vois un peu de mon expérience, c'est ce que je qualifie un peu l'hostilité du milieu d'installation. Dans ce panier hostilité du milieu d'installation, il y a 5 grands problèmes. Le tout premier est un peu le soutien de la famille. Moi, j'en ai vécu quand je voulais devenir agriculteur. Tout le monde était contre. Aussi bien la famille, même mes profs, tout le monde. Et ça me dit que pendant 5 ans, j'ai fait cavalier seul. C'est quand j'ai commencé par réussir maintenant que les gens ont commencé par s'intéresser à moi. Et ça, c'était extrêmement pénalisant. Le deuxième frein, c'est un peu l'insécurité foncière. L'insécurité foncière a plusieurs visages. Ce n'est pas facile aux jeunes d'accéder au foncier de la terre. Et de l'autre côté, quand vous comparez un peu les agriculteurs avec les autres qui ont appris les métiers coutus, mécaniciens, à leur libération, on leur achète des machines. Ça devient leur propriété. Mais dès que toi, tu veux devenir agriculteur, on te trouve une parcelle, ça veut dire que tu travailles toujours sur la parcelle de la famille. Ça veut dire que tout ce que tu fais est là et c'est toujours considéré comme famille. Et quand vous prenez quelqu'un comme moi, je suis installé en 92, mais c'est seulement en 99 que j'ai pu planter un arbre.
Ça veut dire que de 92 à 99, je n'avais pas ma parcelle propre. Et vous n'êtes aussi pas sans savoir que quand même, tant que tu ne mets pas de ces arbres, la culture pérenne en place, tu n'as pas d'avenir, puisque c'est ça, entre guillemets, qui assure une certaine retraite. Donc pendant 7 ans, j'ai dû batailler afin d'avoir les ressources propres pour pouvoir m'acheter de parcelles propres, pour pouvoir mettre des cultures pérennes en place. Donc l'insécurité foncière, c'est un peu sous tous ces angles-là. Il y a aussi, dans ce panier aussi, l'environnement très instable du marché. Les prix fluctuent, on n'a pas vraiment des dispositifs de conservation et de transformation, ce qui fait que de plus en plus de jeunes ne sont pas intéressés. Quand vous prenez par exemple le cas du riz, dans lequel nous avons beaucoup travaillé, on n'est pas protégé, on est concurrencé de façon déloyale par le riz importé d'ailleurs. Ça veut dire que la plupart du temps, nous sommes obligés d'aligner le prix de notre produit sur celui du produit importé, qui n'a pas été fait dans les mêmes conditions. Le quatrième risque, et le cinquième, je dirais un peu, c'est les risques liés au métier d'agriculteur. Est-ce qu'il pleut trop? Il fait trop de soleil? Et comme vous avez connu l'hiver jusqu'en juin ici, vous pouvez bien savoir de quoi nous parlons, ce qui s'est passé cette année. Et la dernière contrainte que j'évoquerai, c'est un peu ce que j'ai dit, l'absence de motivation, qui elle-même est directement liée aux conditions d'installation. Voilà en gros, pour ne pas trop théoriser, les 3 grands points que je pourrais évoquer. Merci. Donc sur la question maintenant des solutions, avec un grand S. Avec un grand S. Donc, les collègues des maisons familiales d'Afrique de l'Ouest, ça fait 3 ans, il y avait eu un peu plus de 3 ans, il y avait eu une réflexion sur cette problématique. Et il y a eu un début de mise en œuvre, justement, d'accompagnement du jeune autour de son projet. C'est-à-dire que le jeune puisse arriver en formation avec un projet qui est aussi partagé par la famille, parce qu'il va vivre l'alternance dans son milieu. Donc il faut que ce soit aussi quelque chose qui puisse être pris en compte par la famille, et qu'il soit agricole ou semi-agricole, ou avec aussi une dimension artisanale, que pendant sa formation, il puisse être accompagné sur la réflexion et la construction de son projet, et ensuite suivi et accompagné dans cette dimension. Et très rapidement, quelqu'un a parlé de coaching ou de ressources humaines tout à l'heure sur cette dimension. Les directeurs ont dit « mais nos moniteurs, les formateurs, ce sont des très très bons techniciens. » En termes de transmission d'informations et de connaissances techniques, que ce soit en zoo ou en phyto, c'était des très bons techniciens. Par contre, comment ils peuvent accompagner un jeune dans l'élaboration de son projet? Ce n'était pas obligatoirement des connaissances que les formateurs et les moniteurs avaient. Donc, il y a eu une formation, nous avons mis en place sur la sous-région Afrique de l'Ouest, une formation expérimentale qu'on a appelée TAR, techniciens animateurs ruraux, qui avait justement pour enjeu de permettre à ces formateurs techniques, qui avaient des connaissances liées à leur environnement proche, l'environnement local justement dont parlait Blaise, vraiment cette connaissance agroécologique de proximité, mais de leur permettre aussi d'avoir des connaissances nécessaires à l'accompagnement des jeunes dans l'élaboration de leurs projets. Donc il y a cette formation qui a été mise par alternance sur 2 années, avec 10 modules, afin qu'ils puissent être capables d'accompagner les formés dans leurs projets de développement d'activité et ou d'insertion socio-professionnelle. Donc aujourd'hui, une première promotion de 25 jeunes moniteurs vient de finir leur formation. Cette formation s'est passée à Ouaga pendant ces 2 années. Il y a eu aussi un travail en parallèle avec les organisations de formation et les autres organisations paysannes et professionnelles pour aussi prendre en compte leurs besoins.
Les résultats sont en cours de formalisation et de capitalisation, mais l'enjeu aujourd'hui est de savoir comment, dans chaque pays, maison familiale ou autre organisation se réapproprie et que ça puisse être aussi quelque chose qui soit certifié. Parce que comme les jeunes, les formateurs, dans leur formation continue ou une formation dans ce domaine-là, ont aussi besoin d'être reconnus dans cette démarche. Donc il y a toute cette dimension qui a été mise en place. En parallèle, peut-être une difficulté, je ne sais pas si on reviendra sur les difficultés, mais une des difficultés, c'est le travail entre les différentes organisations, qu'elles soient de formation, avec les organisations professionnelles, les organisations de microfinance ou les autres organisations de vulgarisation. On vient de voir tous les freins qui sont très disséminés. Mais comment toute une dynamique entre ceux qui détiennent une partie, une parcelle ou un petit bout de solution peuvent converger et se mettre en alliance, en réseau pour pouvoir faciliter la mise en œuvre du projet des jeunes. Et ça, je pense que c'est un des grands enjeux, de pouvoir faire converger les différentes énergies pour que les jeunes puissent rester, faire reconnaître leur boulot. Et ceci dans des politiques. Alors là, on est dans le méso, dans le macro et dans tous ces éléments-là. Donc voilà un peu ce qui, en termes de perspective, ce qu'on a envisagé, cette formation technicien animateur rural. Merci. On reste au niveau du micro ou on passe déjà au... Je pense qu'il faut essayer d'avoir un regard un peu complémentaire par rapport aux différents axes qui ont été évoqués et donc voir ce qui répond, ce qui complète par rapport aux différentes expériences. D'accord. Donc sur la première chose, là, sur l'accompagnement dans le projet, au niveau des collèges agricoles, donc c'est un petit peu la même chose. Le jeune est accompagné durant sa formation dans la réflexion sur son projet et la construction de son projet. Donc auparavant, c'était essentiellement sur la 3e année de formation. Maintenant, la construction débute dès la première année et se fait progressivement sur les 3 années. Ensuite, donc, ce qui a été mis en place à partir de 2009, c'est un accompagnement par un conseiller après la sortie du collège. Donc un conseiller qui suit le jeune 3, 4, 5 fois par an en fonction de la distance et du nombre de jeunes à accompagner, parce que les collèges sont à vocation régionale, donc les distances peuvent être assez grandes. Donc ce conseiller rencontre le jeune, mais aussi rencontre la famille, puisque on l'a dit, la famille a un rôle important à jouer. Monsieur Pascal le disait tout à l'heure. Donc le conseiller n'est pas simplement là pour accompagner le jeune, mais aussi pour faire un peu la médiation avec la famille. Donc ce conseiller s'appuie sur le projet que le jeune a construit pendant sa formation au collège et à partir de ce qu'il peut voir sur le terrain, de son diagnostic, va l'aider à l'adapter peut-être à la réalité, puisque les formateurs eux n'ont pas la possibilité de se déplacer sur le terrain et de voir concrètement l'environnement du jeune quand il monte son projet en formation. Ce conseiller a aussi pour mission de mettre en relation le jeune avec les autres acteurs du développement agricole qui peuvent lui apporter un soutien. Donc à Madagascar, ça peut être les centres de services agricoles, ça peut être éventuellement les institutions de microfinance, tout type d'acteurs. Et puis enfin, ce conseiller essaye de mettre en réseau également ces jeunes. Alors, il y a déjà des initiatives qui sont menées spontanément, notamment par exemple les jours de marché. Les jeunes vont en profiter pour se retrouver. Donc le conseiller, dans ce cas-là, s'appuie sur ces rencontres et essaye de construire avec eux une dynamique un petit peu de groupe. Voilà, donc c'est les 3 missions du conseiller, mise en réseau des jeunes, mise en relation avec les autres acteurs, et puis accompagnement individuel dans le projet. Ensuite, les autres freins, donc plus liés au financement. Alors, on a, dans le cadre du projet, pu avoir un financement pour des dotations aux jeunes formés.
donc des subventions coup de pouce pour les aider à initier leurs projets, puisque les jeunes manquent de financement principalement pour investir dans des équipements. Ils n'ont souvent pas d'outils et pas de moyens pour mettre en œuvre leur projet au démarrage. Ils vont utiliser les ébus et la herse des parents qui sont partagés avec X cousins et tantes. Donc souvent ça les limite. Donc ces subventions coup de pouce que nous on a mis en place à titre vraiment expérimental, c'est de l'ordre de 250 à 300 € et c'est pas des kits standards, c'est adapté à chaque projet et le jeune doit pour y accéder présenter son projet devant un comité d'octroi. Donc jusqu'à présent pendant 2 ans, on avait eu des comités internes, si je peux dire, avec des élus, des organisations paysannes partenaires et des formateurs des collèges. Et puis on a depuis une année ou 2 travaillé avec les FRDA, des fonds régionaux de développement agricole, qui sont des outils existants à Madagascar, donc pour décider au niveau régional du développement, de l'affectation des financements pour le développement agricole. Et donc on a travaillé avec les collègues pour l'insertion d'une ligne installation des jeunes. Et donc ce dispositif a été maintenant repris par quelques régions et quelques FRDA et permet à des jeunes d'autres dispositifs de formation d'en bénéficier. Je m'arrête là. Brièvement. Très brièvement pour qu'on puisse bien... Ok. Et donc sur les autres freins qui sont les freins qu'ont évoqué les collègues, qui sont finalement des problématiques que rencontrent tous les paysans et pas forcément que les jeunes paysans, l'accès au marché, l'accès aux intrants, etc. Donc nous on travaille avec FIFATA, une organisation paysanne et fêtière. Donc là c'est plutôt l'idée de connecter les problématiques des jeunes avec ce que font déjà les organisations paysannes. On y reviendra peut-être un peu plus tout à l'heure, quoi. D'accord. Peut-être juste une question de précision. Actuellement, votre dispositif d'accompagnement porte sur combien de jeunes? Parce qu'une des questions qui se pose, c'est l'ampleur de la réponse par rapport à l'ampleur du problème. Donc, est-on dans de la micro-expérimentation ou dans quelque chose qui a une chance de devenir un dispositif de réponse plus global à une échelle significative pour le développement? Ça, je ne sais pas, il faudra... D'autres personnes que moi y répondront, mais non, on est sur quelque chose de micro. Hein. On a 300 jeunes formés, 170 sur les 300 pour l'instant dotés, et à 2 ans, on a des prévisions et on a les financements pour doter 330 jeunes sur 430 formés au total, quoi. Donc c'est pour l'instant du micro. Par contre, le système de financement pour l'instant a été repris par quelques FRDA, quelques fonds régionaux de développement agricole, qui là sont une politique de l'État, une politique nationale. Alors est-ce que le système qu'on a mis en place avec des subventions de l'ordre de 250-300 € sera celui qui sera utilisé? Je ne sais pas. On peut imaginer des choses avec de la microfinance peut-être en partie. Mais en tout cas, ce qui est acquis, c'est que les fonds régionaux de développement agricole seront certainement les outils utilisés pour financer l'installation des jeunes à Madagascar dans les années qui viennent, quoi. Puisque ce que je n'ai pas dit dans mon introduction, peut-être, c'est que Madagascar s'est engagé, comme le Cameroun, dans un processus de stratégie nationale de formation agricole et rurale, avec 3-4 années de retard sur le Cameroun. Donc le contexte est en train d'évoluer à Madagascar. Merci. Alors, pour AFOP. Alors, pour AFOP, pour résoudre l'ensemble des freins qu'on a cités, il faut déjà dire que AFOP, c'est parce que c'est une innovation, s'est appuyé sur un consortium qu'on a recruté par appel d'offres au niveau international et qui, par hasard, se trouve être basé en France, à Supagro. Et là, on a 8 institutions, dont certaines ont quelque chose dans le ventre en matière d'insertion. C'est justement pour ça que Betty s'est retrouvée en train d'être au centre de la réflexion. Alors, dès lors qu'on s'est rendu compte qu'on avait donc un ensemble de freins, on a organisé une espèce de co-construction d'un dispositif en impliquant tous ceux qui agissaient sur un ou plusieurs des freins que j'ai cités.
Donc on est allé vers tout le monde et tout le monde est venu vers nous pour qu'ensemble on essaie de trouver la solution. Et ceci nous a amené globalement à 4 fonctions. 4 fonctions autour du vocable accompagnement. Mais je voudrais d'abord qu'on s'entende sur le vocable accompagnement. Nous, on entend par accompagnement un changement de posture. Quelqu'un l'a évoqué tout à l'heure. Nous partons d'une antériorité où c'était une agriculture administrée, dont les agronomes de l'État avaient le savoir, les autres n'avaient rien. Il faut d'abord que dans cette logique d'accompagnement des jeunes à leur projet, c'est leur projet, c'est eux qui décident et non l'accompagnateur. Donc changement de posture, changement de fonction, changement de relation. C'est sur la base des 3 changements que tous les accompagnateurs du jeune sont des aides à la décision. Et la personne qui décide et qui est au centre de tout, c'est le jeune lui-même. On cesse donc de lui dire « fais cacao » parce que ça va ramener les devises. Il n'est pas là pour les beaux yeux des devises. Lui, il veut vivre. Ben, c'est lui qui dit « j'ai fait ceci parce que ça va me rapporter des revenus ». Donc on change complètement de regard pour le pousser, lui, à prendre des décisions et à être devant et ne pas dire « je n'ai pas vendu mon cacao, à FOP, viens m'aider ». Ce n'est pas notre rôle. Il a fait un choix. Donc ça c'est d'abord... Alors autour donc de ce vocable, on a 4 types d'accompagnement. Le premier, c'est l'accompagnement à l'élaboration du projet d'insertion. Véritablement un accompagnement qui à la fois s'appuie sur l'ingénierie de formation, sur l'ingénierie des projets. Quelqu'un qui veut faire un projet, ce projet dans l'avenir, il doit se donner un regard prospectif et surtout avoir les pieds à terre. Parce qu'il ne faut pas qu'il rêve et il reste suspendu au ciel, il faut qu'il ait les pieds à terre. Donc on l'accompagne parallèlement à la formation, il est accompagné à l'élaboration du projet. Premier accompagnement. Deuxième accompagnement, un accompagnement, et on a prévu un accompagnement au financement avec à peu près 2 entrées. L'entrée subvention, si l'État paye les armes, l'État peut aussi donner des subventions aux jeunes pour créer de la richesse. Donc une entrée subvention, que les gens peuvent nous reprocher cette entrée, mais si on paye les voitures à canon d'eau, là on peut aussi payer, on peut aussi donner des subventions aux jeunes. Donc il y a une entrée subvention, il y a une entrée facilitation de l'accès au crédit. Et cette facilitation passe par la formation même financière. C'est-à-dire qu'au-delà, parce qu'on ne va pas au crédit n'importe comment. Troisième accompagnement à la mise en œuvre. Et là se trouvent beaucoup d'éléments. Le technico-économique, la gestion, la mise en relation, qu'elle soit de marché ou avec les autres réseaux professionnels, ça entre dans le troisième accompagnement. Et enfin, le dernier, il a été évoqué dans la première table ronde, tout ce qui est suivi et évaluation. Parce qu'il faut se poser la question. Si nous voulons que les gouvernements continuent à financer l'insertion des jeunes, il faut qu'ils aient une lisibilité sur quel est le retour sur l'investissement. Sinon, tout ce que je vous raconte là va se plomber dans quelques années, dès lors que la remise de dette ne sera plus là, l'État ne s'engagera pas. Donc nous voulons profiter de la remise de dette pour donner de la lisibilité en termes de suivi et évaluation, et surtout pour ce qui est du suivi et évaluation, pour connaître exactement combien de jeunes sont installés et qu'est-ce que ça rapporte. Et pour répondre à la préoccupation en termes d'envergure de Betty, nous avons eu 900 premiers jeunes qui sont déjà en train d'entrer au stade. Ils sont même en Godas déjà. Et il y a 1300 qui vont être bientôt en route. Et nous voulons, dans la phase de croisière qui commence en 2015, être dans une logique de 3500 jeunes Camerounais qui sont installés, en fait, qui sortent de l'usine formation, et on ne sait pas, comme l'installation ou l'insertion est un processus, combien s'installeront chaque année, ça viendra plus tard. Bon, je ne sais pas si je peux évoquer dans les accompagnements les acteurs, mais je crois que j'ai épuisé mon temps. En parlant des différentes fonctions, retenez qu'il y a 4, mais derrière chaque fonction, il y a les acteurs qui ont été identifiés dans les fronts
qui sont impliqués dans les solutions. On pourra revenir sur un certain nombre de points dans les échanges de questions. Monsieur Guénaud, sur les solutions dans votre cas. Merci beaucoup. Tout à l'heure, j'avais évoqué 3 freins. Le tout premier était l'insuffisance de formation et d'encadrement. Là-dessus, je dirais un peu qu'est-ce que nous faisons. Quand je prends le CCRB, qui est l'organisation des riziculteurs, donc c'est une filière économique. Ça veut dire que d'un côté, nous travaillons vraiment sur des questions de mise en marché. Et là-dessus, nous essayons de négocier de contrats collectifs. Et pour y arriver, il faut vraiment que les gens accèdent quand même à un itinéraire technique correct. Donc ça, là-dessus, on essaie de faire un certain nombre de formations sur les itinéraires techniques, ce qui permet aux producteurs de pouvoir quand même remplir les conditions pour livrer. Et ça, c'est une action qui permet de former pas mal de gens et qui garantit aussi une vente, donc un retour d'argent dans la caisse. Donc ça, pareille action est vraiment facile sur tout ce qui est filière économique, comme le riz. Bon, en dehors de ça, il y a les collectivités locales qui sont bien mises à contribution. Parce que nous essayons de véhiculer un message qui n'a pas d'agriculture sans soutien. Il n'y en a pas eu ici sans soutien. Ailleurs, ça veut dire que chez nous aussi, si nous voulons vraiment d'agriculture, il faut qu'il y ait de soutien. Donc nous essayons de mobiliser les collectivités locales à cette fin pour pouvoir quand même les engager. Et quand vous prenez la filière riz, ce qui s'est passé en 2008 a été quand même un élément favorable. Il y avait eu la crise alimentaire. Et donc, du coup, on en a vraiment profité pour dire appuyons la production locale pour que nous ne connaissons plus de pareilles choses. En conséquence, il y a eu beaucoup d'appuis extérieurs aussi sur les questions d'aménagement. Et là-dessus, nous avons quand même beaucoup travaillé avec les collectivités locales décentralisées qui sont les mairies pour quand même qu'il y ait des parcelles à aménager au profit des agriculteurs en général et des jeunes en particulier. Quand je prends maintenant l'expérience de la ferme-école, qui est une expérience très intéressante que je n'ai pas vraiment le temps de vous présenter, dans ce dispositif qui est fortement reproductible par n'importe quel agriculteur, les collectivités locales sont impliquées dans la sélection des jeunes. Puisque la formation de quelqu'un a aussi des implications en termes de foncier, en termes de crédit. Donc nous essayons vraiment de travailler avec eux, mais aussi de trouver des formes de crédit à taux d'intérêt bonifié. L'autre aspect qui est fait globalement au sein du réseau des riziculteurs, c'est qu'on a quand même travaillé à la mise en place d'un certain nombre de fonds de garantie qui permettent aux jeunes et à quelques-uns d'accéder au crédit. Mais c'est encore très insuffisant. Bon, pour le dernier aspect, qui est un peu la croyance des jeunes en eux-mêmes, ce que j'avais dénommé tout à l'heure, l'absence de motivation, et nous utilisons aussi aujourd'hui beaucoup les quelques jeunes qui ont réussi. Et parce que c'est ça, et pour vraiment faire prendre conscience aux jeunes qu'on peut être agriculteur et vivre comme les autres. Il y a quelques exemples là et qui permettent vraiment de mobiliser beaucoup d'autres jeunes. Et aussi qu'il y a eu beaucoup d'entretiens avec les familles, les autres aussi, pour dire, écoute, quand un jeune essaie de s'engager dans l'agriculture, trouver lui aussi une portion de terre, comme on achète une machine à l'autre qui a fait la couture, qui devient sa propriété, ainsi de suite. Mais en dehors de tout ça aussi, nous jeunes, c'est clair aussi que tout ce que nous avons est visible. Hein? Si tes orangers produisent bien, on voit tout ça directement, non? Et ça aussi, ça suscite beaucoup de jalousie. Et ça, le temps ne permet pas d'en parler. Alors, le modèle sénégalais, c'est que pour la vente, vous dites qu'il y a le riz importé qui concurrence le riz local. Effectivement, ça peut faire en sorte que les jeunes se découragent à la production de riz. Mais ça a changé ces 3 dernières années. Parce qu'au niveau du marché mondial, il faut remarquer que le prix a augmenté. Et quand ça a augmenté au Sénégal, les commerçants sénégalais ont investi le milieu de la production. Ils sont dans les sociétés de commercialisation du riz local.
Donc, ils se positionnent pour acheter. Aujourd'hui, les commerçants ils sont organisés et ils sont actionnaires de la société de commercialisation du riz au niveau local. Ça, c'est le premier aspect. Deuxième aspect, j'avais mis des étudiants sur la commercialisation du riz. Et il y a quelques années, le différentiel peut aller jusqu'à 200 entre le riz importé et le riz local. Mais aujourd'hui, il est 2 francs. Donc ça veut dire qu'il y a des marges aujourd'hui pour que le riz local puisse être compétitif par rapport lié à l'augmentation du prix et aussi lié au problème de disponibilité sur le marché mondial. Donc ça, c'était un élément par rapport à la question du riz. Voilà, ça c'est lié à l'insertion parce que plus le problème c'est que si il y a une marge, s'il y a une possibilité de gagner de l'argent, les gens y vont. Et ça, on a remarqué que les productions sont en train d'augmenter. Alors ça augmente, il y a effectivement il y a les anciens producteurs qui étaient là, il y a les nouveaux, il y a des privés, mais pour la question, est-ce qu'il y a des jeunes qui s'y investissent? Si, il y a même des jeunes diplômés qui s'y investissent dans la production de riz parce qu'aujourd'hui, ça permet de gagner de l'argent. Donc, pour moi, l'insertion ici est surtout liée, est-ce qu'il y a gain financier à la fin, oui ou non? Et s'il y a gain financier, les gens s'y investissent. C'est une filière. Il y en a qui s'investissent dans le commerce, ils vont acheter au niveau du producteur et ils vont vendre dans le circuit. Alors, ma question, c'est à votre niveau, est-ce qu'il y a des circuits de distribution? C'est ça ma question. Parce que vous dites qu'il y a un problème de commercialisation lié à l'importation. Maintenant, est-ce que le circuit de distribution est bien maillé dans le pays? Parce qu'au Sénégal, il y a eu un temps où le riz était disponible dans la vallée, mais n'était pas disponible dans les zones les plus reculées. Voilà. Oui, merci pour cette question. Et effectivement, je connais bien le cas du Sénégal parce que je suis quand même le premier porte-parole des riziculteurs de la zone. Et c'est vrai que quand tu vas un peu au Sénégal, tu vas voir qu'il y a effectivement des initiatives où les importateurs sont actionnaires un peu dans les trucs. C'est vrai aussi qu'au Sénégal, c'est quand même 800 000 tonnes de riz qui sont importées chaque année. C'est aussi vrai que le prix du riz au Sénégal est plus bas que dans les autres pays. Et vous allez voir, il y a 2 semaines, on était à Dakar pour réfléchir sur un projet régional riz. Et qu'est-ce qu'on a constaté? Vous voyez que de ces commerçants-là, ils essaient d'aller écouler ça au Mali. Parce que là, ils ont du riz autour de 500 francs. Ce qui n'est pas au Sénégal, cela reste autour de 300, 400. Donc c'est aussi vrai cette situation. Et d'où vraiment nous avons proposé. Qu'est-ce qu'on a proposé là? Nous avons dit, écoute, 800 000 tonnes de riz sont importées au Sénégal chaque année. Si les organisations de producteurs et les autres peuvent faire des actions de plaidoyer allant dans le sens qu'on ponctionne, même 5 francs par kilogramme de riz importé, ça va faire 4 milliards au plus bas. Ça veut dire que c'est comment on se sert de ce truc d'importation, trouver les ressources pour soutenir la filière locale. Et ça, c'est extrêmement des trucs comme ça auxquels on essaie de réfléchir. Ça, on va se baser un peu sur le cas du Sénégal pour voir comment on duplique dans les autres pays. Oui, on essaie d'organiser des dispositifs de distribution. Parce que pour nous, une fois que le problème de commercialisation est réglé, ça devient en principe un levier qui soulève la production de l'autre côté. Et pour y arriver, nous avons pris contact avec un laboratoire qui a analysé un certain nombre de qualités de riz produits au Bénin avec le riz importé. On a trouvé que nos riz n'ont rien envié au riz importé. Donc, sur cela, il y a eu un grand travail de marketing, de présentation de produits et de mise en marché, où maintenant, les efforts vont dans le sens que les achats institutionnels, partout où il y a de consommation du riz avec du fonds public, que le riz local soit privilégié. Voilà. Un élève, pendant 1 an dans vos systèmes de formation, ça coûte combien? Des références, grosso modo, dans l'enseignement rural sahélien, un gamin en primaire, ça coûte entre 100 et 200 euros. Hein.
Euros. On a les chiffres, évidemment. Donc nous, c'est plutôt 350-400 euros pour un dispositif où les jeunes sont 10 mois sur 12 en centre de formation, en internat, avec la cantine. Les parents subventionnent le riz, mais les collèges financent l'accompagnement du riz, avec une exploitation agricole pédagogique annexée au collège agricole, des formateurs niveau Bac+2, Bac+3 qui vivent en brousse, donc il faut rémunérer un niveau suffisant si on veut pouvoir les conserver à leur poste. Voilà, donc il y a le coût, mais il faut prendre en compte un certain nombre d'éléments si on veut pouvoir comparer des dispositifs entre eux. Voilà pour le coup. Je ne sais pas, je reviens sur les autres questions. Par rapport à ça, ces coûts intègrent l'accompagnement de l'insertion ou ne prennent en compte que la partie formation? Non, là c'est que la partie formation. C'est la partie formation, ouais. D'accord. Donc précision importante. Alors le coût de la formation, sur l'exemple de l'Afrique de l'Ouest aussi, parce que ça c'est aussi différent. Là, les derniers chiffres que nos collègues nous ont transmis, donc formation par alternance en moyenne 1 semaine par mois en centre de formation, on est entre 50 000 à 60 000 francs CFA, ce qui correspond, j'ai très rapidement, vers 80 euros par an. Ce qui fait qu'un budget d'une promotion d'une trentaine d'élèves, ça fait pour une maison familiale entre 2,5 millions et 3 millions de francs CFA par an. Le modèle économique étant que globalement la famille peut apporter l'équivalent de la nourriture, soit en nature ou en espèces, ce qu'on peut estimer, alors c'est global, hein, mais à 20% à peu près. Ensuite, les institutions de formation, ces centres de formation peuvent trouver au niveau local, on a parlé des collectivités ou autres partenaires locaux, ou par des activités génératrices au sein de l'établissement, à peu près 20 à 30% globalement. Et il reste le reste, ce 50-60%. Et dans les centres de formation, il faut qu'ils puissent avoir accès. C'est pas beaucoup, tout est relatif, mais il faut pouvoir les trouver parce que s'il n'y a pas ça, la formation ne peut pas se faire. Et on est aujourd'hui dans la majorité des pays sur cette difficulté, c'est qu'il manque ce 50-60% pour pouvoir enclencher des dynamiques de formation qui puissent être pérennes. Pour les maisons familiales, il y a des exemples sur le Maroc, le Brésil, où ça se passe, où les collectivités locales au Brésil apportent leur contribution et il y a des masses, parce que là on est sur la formation de masse et c'est possible. Au Maroc, c'est l'apprentissage et c'est possible. Par contre, dans d'autres lieux, c'est avec de l'aide, de la coopération internationale, de la coopération décentralisée. Et ça, c'est pas pérenne et c'est très très difficile. Merci pour le cas de AFOP. Il faut dire qu'il rejoint là une préoccupation de l'AFD qui, depuis 2 ans, nous harcèle sur l'économie de la formation. Et au point où on a publié l'appel d'offres de l'accompagnement du programme AFOP pour la 2e phase hier. Et en 2e place se trouve l'expertise en matière d'économie de formation. Donc je me dis, comme nous voulions d'abord stabiliser le modèle organisationnel et le modèle pédagogique avant d'arriver au modèle économique, nous sommes donc en mesure maintenant, avec des outils stabilisés sur les 42 centres fonctionnels, nous sommes en mesure donc maintenant de donner des coûts qui reflètent la réalité. C'est pour ça que, avec votre permission, en 2014, on serait capable de dire quelque chose sur cet élément. Valentin Beauval, agriculteur retraité. Je pourrais faire un témoignage sur ces sujets, mais je vais être très très bref. Les expériences que j'ai vécues récemment, que ce soit en Haïti ou en Guinée, d'installation de jeunes agriculteurs, je trouve que l'aspect formation à la gestion est super important. Et les formateurs, les techniciens n'ont pas forcément ces compétences en gestion. Et donc l'approche
qu'on appelle Conseil de gestion à l'exploitation familiale, CEF, qui a été mis en œuvre dans des projets AFD, équipe CIRAD, équipe AFDI, etc., dans différents pays. Il faut la relier à l'installation des jeunes. Et je voulais dire un petit complément. Quand on travaille en groupe, un jeune qui démarre, qui est tout seul, c'est pas seulement l'appui d'un conseiller, c'est l'insertion dans un groupe qui a des problématiques analogues. Ça permet, d'une part, de faire circuler la formation entre les jeunes qui s'installent, et puis, d'autre part, d'économiser beaucoup dans le coût de l'appui. Agriculteur de mon État aussi, je partage très bien le souci, et c'est pour ça que l'accompagnement à la gestion que nous avons, que j'ai cité tantôt parmi les accompagnements, intègre véritablement cet élément d'outils de gestion et que les jeunes soient à mesure. Parce que sinon, on ne sait pas ce que ça lui rapporte de s'installer. Et automatiquement, pour éviter les jalousies dont a parlé aussi mon frère du côté du Bénin, on dilue les jalousies en allant s'associer aux autres. Donc, la mise en relation avec les autres professionnels ou l'entrée dans l'implication dans les réseaux professionnels ou alors la structuration des jeunes entre eux s'ils ne veulent pas s'associer aux vieux, parce que c'est très souvent le cas. S'ils ne veulent pas s'associer aux vieux, nous allons les aider à se structurer pourvu que ça ne les noie pas. Je ne sais pas si je dirais qu'est-ce que coûte la formation, parce que vous avez certainement vos yeux... Il y a la manière dont vos yeux regardent un peu les questions de coût. Mais dans notre dispositif de ferme-école, où les jeunes, ils doivent faire des stages sur 12 exploitations, on a besoin d'un apport extérieur d'environ 1 euro à 1,5 € de complément par jour. Parce que les jeunes aussi, dans ce dispositif de formation, ils participent à la production. Non, c'est ça que je dis, ça dépend un peu du nombre de jours que vous voulez faire, mais étant entendu que les gens sont dans le dispositif de production, ils participent presque à 75% au coût à la production, donc ils se prennent aussi en charge. Dans notre dispositif, voilà comment ça fonctionne. Je pense que je voulais tous aborder la question de la facilitation liée un peu à l'accès au crédit. Aujourd'hui, l'expérience au Sénégal nous a montré que effectivement, les jeunes avaient des problèmes d'accès au crédit. Et quand on a pensé aux institutions de microfinance, on n'avait pas vraiment réfléchi par rapport au système qui pourrait permettre vraiment de rembourser et surtout d'autonomiser les jeunes. Et je pense que là aussi, il faudra s'arrêter et voir comment aider les jeunes à épargner et à vraiment s'affranchir. Parce qu'on se rend compte qu'effectivement les projets continuaient et ils s'endettaient. Donc l'insertion à un certain moment doit s'arrêter pour dire le financement doit être remboursé intégralement et partir de ses propres économies, partir de son épargne pour pouvoir vraiment se libérer et être autonome, gérer sa propre structure. C'est vraiment l'un des aspects qui me semble très intéressant. Et aussi développer effectivement la solidarité. Ça, c'est un exemple que nous avons développé. Il ne s'agit pas uniquement de financer un projet, mais intégrer les jeunes dans un groupe solidaire. Pour dire, on va gérer nos crédits en ayant en idée que dans ce groupe, chacun devra en tout cas payer ou faire son remboursement à date échue. Si quelqu'un ne parvenait pas à le faire, le groupe allait travailler en ce sens. Donc, c'est une manière quand même de partir en groupe et d'avoir une solidarité de groupe. Bonjour, Fanny Darbois d'Acting for Life. Moi j'avais une question sur le taux de survie en fait, des projets portés par les jeunes, en particulier des projets non agricoles. Annette Gorez, ex-IRAM et ex-IEDEL. Je ne sais pas si ma question est toujours valable, mais je la pose quand même. On a parlé des jeunes de façon asexuée, en dehors des questions de genre. Et j'avais lu, il y a quelques années, qu'il était difficile de faire rester les jeunes en milieu rural et s'adonner à l'agriculture, parce que dans certaines zones, les jeunes filles quittaient, refusaient aussi la vie en milieu rural, vu ses difficultés, et quittaient le milieu rural, et que c'était un des facteurs contraignants pour que les jeunes s'installent en milieu rural. Donc j'aimerais savoir ce qu'il en est aujourd'hui. Quand on sait l'importance aussi des femmes dans l'économie familiale,
Je pense qu'il est important, si on s'intéresse aux jeunes, de s'intéresser aussi à ce qui se passe au niveau des jeunes filles. Je serai très concis, je ne pose pas de questions, c'est plutôt des pistes pour une prochaine rencontre. La première piste, c'est que je pense qu'on aurait intérêt à travailler sur, disons, des projets d'installation des jeunes au sens programme d'installation de jeunes tels que les jeunes agriculteurs en France et NJA se sont battus pour avoir ce genre de choses. Première piste. Deuxième piste, on a évoqué ces dispositifs et M. Angot a insisté en disant que leur dispositif, c'est un outil public. Bon, mais on voit bien que cet outil public qui accompagne ça, qu'en sera-t-il en termes de pérennité? Là aussi, je crois qu'on aurait intérêt à voir les différents types de dispositifs qui existent. Et je pense à l'un dont on n'a pas parlé, parce que ce matin, je n'ai pas eu le temps de dire tout par rapport à ce que j'avais prévu, mais il y a eu un projet au Maroc, en 2 mots, d'installation des jeunes, avec la mise en place, c'est un projet financé par l'AFD, avec la mise en place de cellules régionales et provinciales articulées avec les établissements agricoles, qui, je crois, est intéressant, enfin c'est quelque chose qui serait intéressant à regarder. Troisième piste, non, il y en a 4. C'est que on n'a pas parlé quand même dans cette table ronde des politiques, des organisations professionnelles agricoles en direction des jeunes. En clair, moi j'aimerais savoir ce que la FON, ce que le ROPA, ce que FIFATA et autres ont dans les tripes en matière d'avenir de leurs jeunes et de promotion de politique en direction de ces jeunes. Et ça, on n'en a pas parlé, mais on ne va pas en parler maintenant, mais je crois que c'est une question, ça, fondamentale. Et dernière chose, que je reprends par rapport à quelque chose que j'ai dit ce matin, on parle encore d'installation agricole, de paysans, bon, d'accord, ok, c'est très important pour l'avenir professionnel, mais on n'a absolument pas parlé de projets en termes d'éducation populaire, enfin, quelque chose qui aille dans le sens de donner de la vie dans les territoires ruraux et qui ne soit pas simplement de l'agricolo élargi à d'autres professions. Voilà. Alors, nous avons 3 questions plus des pistes de réflexion. Alors, comment souhaitez-vous répondre? Qui souhaite répondre? Donc, on a une première question sur l'accès au crédit. Je ne pourrai pas vous donner la parole aux uns et aux autres en déclinant ces différentes questions. Donc, peut-être en fonction des points de priorité de vos actions. Alors, sur l'accès au crédit, que fait-on par rapport à l'accès au crédit des jeunes, dont on sait qu'il est difficile, compliqué, voire impossible? C'est difficile de travailler avec les IMF. En tout cas, nous, on a eu une difficulté à travailler avec les institutions de microfinance quand on a démarré l'accompagnement post-formation des jeunes sortis des collèges. D'une part, parce que les jeunes étaient un petit peu frileux, et d'autre part, parce que les IMF elles-mêmes étaient très, très frileuses. On disposait d'un fonds pour soit faire de la bonification, soit faire un fonds de garantie qu'on n'a pas utilisé, qu'on a restitué aux bailleurs. Mais on a un peu changé notre fusil d'épaule et on a accompagné les quelques jeunes qui étaient intéressés par le microcrédit, qui avaient pu épargner, en tout cas qui n'avaient pas trop peur. On les a accompagnés sur du microcrédit traditionnel et donc ça c'était ces 3-4 dernières années. Et donc aujourd'hui on est dans une phase où on essaye un petit peu de recenser toutes les initiatives qui ont pu être menées dans les 4 régions par un certain nombre de jeunes, une vingtaine de jeunes, 20-30 jeunes, pour essayer avec ça de faire remonter un certain nombre de préoccupations ou de revendications, de propositions qui pourraient être ensuite portés par la profession. Les jeunes ne sont pas suffisamment structurés aujourd'hui, alors on y travaille. On a un animateur interrégional qui est chargé de mettre en réseau les jeunes les plus dynamiques et de les faire échanger sur un certain nombre de problématiques communes qu'ils rencontrent sur le foncier, sur le microcrédit, etc. Donc aujourd'hui, on travaille sur cette structuration des jeunes pour essayer de faire remonter des préoccupations communes. Je fais le lien avec la politique des OP, puisque donc, les collèges agricoles ont été développés, et le dispositif d'accompagnement également, sur une volonté initiale de FIFATA, une organisation paysanne donc, fêtière.
cette stratégie sur la formation et insertion des jeunes était un élément de la stratégie de FIFATA, au même titre que les questions du foncier et les questions du financement. Par contre, c'était un élément qui n'était pas connecté avec les autres. Ça se superposait à ces différents éléments. Mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que l'action qui a été menée ces 10 dernières années, et Betty a commencé par ça dans son introduction, il y a 10 ans, pas grand monde se préoccupait des questions de formation et d'insertion des jeunes. L'État malgache était complètement absent de ces questions-là. Donc FIFATA et d'autres, les MFR notamment, quand ils se sont lancés il y a 10 ans, c'était un petit peu des précurseurs, quoi. Et le terrain était vierge. Alors aujourd'hui, le contexte évolue. L'État s'est engagé à adopter en 2012 une stratégie nationale de formation. Et donc la profession doit aussi s'adapter à ce changement-là. Et au-delà des dispositifs que, pour notre cas, FIFATA a accompagné les collèges agricoles, la profession doit évidemment maintenant se poser des questions à un niveau national et avoir une réflexion d'une autre envergure sur les questions de formation et insertion des jeunes qui dépassent, pour notre cas, les collèges agricoles. Et donc les organisations paysannes, oui, se préoccupent de formation, d'insertion des jeunes, mais elles ont besoin d'accompagnement pour construire leur réflexion stratégique. Et donc on travaille aussi là-dessus. FERT continue d'accompagner FIFATA dans ce travail de construction de réflexion, alors sur la problématique de formation et insertion des jeunes, mais également sur les autres volets. Et donc FIFATA doit faire un travail notamment de mettre en relation les autres chantiers qu'elle a pu avoir sur la migration, sur l'accès au financement, et connecter ces problématiques avec celles des jeunes. Et pour nous, ça passe aussi par un dialogue de FIFATA avec les jeunes, notamment ceux des premières promotions qui ont été formés. D'accord, donc des éléments sur cette dimension méso et macro, notamment sur laquelle on se pose beaucoup de questions. Peut-être sur... je parlerai plutôt du taux d'insertion que... Je ne sais plus le terme que vous avez employé. Taux de survie, je ne suis pas trop dans la survie, mais comment les jeunes peuvent maintenir leur activité. C'est une question dont a parlé Anne tout à l'heure sur le suivi-évaluation. Avec nos collègues, c'est un sujet qu'on prend à bras-le-corps, autant sur le modèle économique, on a réussi à avoir des indicateurs et à pouvoir avoir des données, autant sur l'impact, aujourd'hui, on n'en a pas de manière très transparente, ça il faut le dire. Mais c'est un gros enjeu aussi, comme le modèle économique, comme disait Blaise, demain il faudra aligner des chiffres si on veut que ce soit pris en compte dans des politiques nationales, que ça puisse avoir un impact aussi. Qu'est-ce qu'on peut donner comme chiffre? Alors je pense qu'il faudra faire attention aussi parce qu'on va pouvoir avoir tous les résultats et leur contraire. Je pense qu'il y a le taux d'insertion à 6 mois, à 1 an et à plus d'1 an. Et ça, c'est compliqué aussi pour les organisations de pouvoir suivre sur une période aussi longue les jeunes qu'ils ont eus, mais c'est un enjeu pour demain, ça c'est clair. Bon, pour la question relative aux gens, c'est vrai que de plus en plus, les jeunes et les filles ne veulent pas rester dans les villages. Et c'est une situation qui n'a pas évolué autrement. C'est vrai que les villes n'offrent plus grand chose, donc de plus en plus les gens reviennent. Mais quand même, les problèmes, beaucoup d'agriculteurs aussi ont des problèmes pour trouver des femmes. Parce que tu n'arrives pas vraiment à trouver celle qui voudra rester sur place, ou vous êtes ensemble, ou tu te comportes comme un fonctionnaire. C'est-à-dire que tu vas habiter une autre ville pour aborder la question de l'éducation, où les enfants peuvent aller à l'école. Donc du coup, tu te retrouves dans une situation comme tu dois aller au travail chaque année et chaque matin au lieu de rester sur l'exploitation. Ça, c'est aussi d'autres problèmes qui sont liés à cette situation. Juste partager aussi avec mon frère du Sénégal la difficulté qu'on a eue avec la microfinance. Il faut dire que la microfinance connaît, quand elle accepte même un projet agricole, elle connaît les projets filières. Elle ne connaît pas les projets système. Donc on s'est retrouvé avec un format financier qui est assez spécifique parce qu'à l'intérieur se trouve
à la fois des spéculations qui visent le marché, mais aussi celles qui visent la sécurité alimentaire. Eux, ils ne connaissent pas les valeurs ajoutées de tout ce que vous ajoutez là. Alors, on a été obligé de passer maintenant par un plan d'affaires pour les rassurer avec un plan de financement à l'intérieur. Et justement, la difficulté qu'on a avec le plan de financement, c'est que le jeune se rend compte qu'on commence à intégrer ces recettes pour diminuer ses possibilités de subvention ou de crédit. On dit, ton histoire là commence à rapporter de l'argent à X moment. On intègre cette recette dans les calculs. Il dit, mais quand même, vous voulez déjà commencer à tout coincer. Donc, on a véritablement eu un souci avec... autant le plan d'affaires rassure la microfinance, autant le jeune refuse son propre plan d'affaires en voyant que le plan de financement met à nu ses entrées et ses sorties. Ça, c'est un problème d'éducation et nous allons y arriver sûrement. Bon, maintenant, au niveau des filles, alors, on va sortir justement même un article, d'abord les premières filles. On a 23% de filles dans les 900. On s'est rendu compte que toutes se sont installées, à l'exception peut-être de 5% sur l'élevage. Et nous sentons qu'elles veulent un système d'exploitation qu'elle peut ramasser le jour qu'elle va en mariage. Elle peut déporter ses poulets et se retrouver avec ses poulets de l'autre côté. Donc on sent que les femmes ont une logique assez spécifique. Elles sont presque toutes dans des systèmes d'élevage. Et celles qui sont restées dans les systèmes de culture pérenne, c'est celles qui sont des, comment on les appelle, les filles mères. Elle a déjà 2 à 3 enfants avec père inconnu. Alors, et elle se dit, ses chances pour se marier deviennent minimes. Alors, si toi tu acceptes de venir rester dans son exploitation, bon, tu deviens un cohabitant, à ce moment, elle va te prendre pour mari. Donc, il n'y a que très peu, et elles sont autour de 5%. Donc, nous pensons que tous ces éléments-là, nous allons les ressortir. On a mis des étudiants de la phase là-dessus pour qu'elles nous sortent un peu la particularité des projets des filles que nous accompagnons. Je termine le souci de la pérennité. Quelqu'un a évoqué l'économie de formation. Je crois que toutes ces initiatives ne peuvent porter que si on peut rassurer les politiques qu'en mettant 1000 francs dans la formation d'un jeune dans le domaine, le secteur de l'agriculture, de l'élevage ou des pêches, en passant, on a des référentiels de pêche qui intéressent les jeunes. Et certains sont même ils sont issus des familles non pêcheurs. Donc, quand on va rassurer le politicien que voici ce qu'on met, et voici le retour sur l'investissement qui ne peut se faire que si tout ce raisonnement autour de l'insertion aboutissent à évaluer ce que l'insertion rapporte. Mais si on s'arrête seulement à l'économie de formation, et comme mon frère au fond a dit plutôt qu'il veut seulement savoir la partie formation, je crois que ça ne suffit pas. Ils vont dire, oui, votre formation la coûte cher. Sur la base de quoi? Donc il n'y a que l'insertion. Et c'est pour ça que le sujet, à mon avis, valait la peine et vaut vraiment la peine qu'on l'aborde. Je vous remercie. Merci à tous. Alors, il est dans mes tâches d'animateur d'essayer de proposer une synthèse de tout ça et le tout en 3 minutes, évidemment. Donc, je pense que dans les différents échanges que nous avons eus cet après-midi, il y a quatre grands points qui apparaissent importants par rapport à ces questions de dispositifs d'insertion et d'appui à l'insertion. Le premier point, c'est la question de l'accompagnement des projets. Donc déjà, le fait de travailler sur des projets de jeunes agriculteurs, donc cette dimension de projet de jeunes est particulièrement centrale dans les démarches qu'on a décrites. Je crois que tous vous partagez cette analyse. Et le fait que ces projets ont besoin d'un accompagnement pendant un temps une durée donnée pour s'insérer dans le milieu, pour se développer, pour faire baisser l'incertitude, pour faire baisser la crainte que vit le jeune dans cette démarche de projet. Ce qui a été souligné dans ces démarches d'accompagnement, c'est le changement de posture que ça suppose. Changement de posture par rapport aux anciens systèmes d'encadrement qui étaient très descendants. Là, au contraire, on parle de système d'accompagnement, de système d'aide à la décision. Donc, changement de posture important. Changement de posture aussi parce
parce qu'on parle d'approche systémique. Et donc ça, il va falloir le prendre en compte dans l'ensemble de cette démarche d'accompagnement. Donc systémique, ça veut dire lien avec la formation, ça veut dire attention au foncier, ça veut dire attention portée au financement sous ses différentes formes, ça veut dire gestion du risque, ça veut dire intermédiation avec le milieu. Donc une approche systémique dans l'accompagnement. Un deuxième point qui apparaît important dans l'ensemble de ces démarches, c'est l'insertion du jeune dans son milieu. Ça commence par le lien avec la famille, quels sont ces liens du jeune qui s'autonomise, et c'est une dimension absolument capitale de ces projets, c'est la conquête de cette autonomie, mais en même temps en conservant des liens avec la famille qui peut favoriser cette insertion dans l'environnement plus large, qui peut être un appui, qui peut être aussi un frein, un obstacle, une complication, donc ça c'est quelque chose de pas évident. Lien avec les organisations de producteurs, dont on n'a sans doute pas assez parlé encore cet après-midi, mais les différentes expériences offrent des points d'entrée, des points de réflexion sur l'importance de ce lien avec les organisations agricoles, avec quand même aussi la précaution à prendre sans doute que, comme pour les collectivités territoriales dont on parlait dans la table ronde précédente, on a tendance à demander beaucoup à ces organisations aujourd'hui, et elles-mêmes sont encore souvent relativement fragiles et relativement ont du mal à faire face à l'ensemble de ces tâches. Et donc là, aujourd'hui, on rajoute ce niveau, cette couche de travail sur la réflexion sur l'insertion. Et puis toujours dans cette dimension lien avec l'environnement, la question du territoire, la question des communautés territoriales, des communautés locales. On a vu dans la table ronde précédente que les initiatives sont difficiles à prendre d'un point de vue institutionnel, même dans des cadres de décentralisation. Et donc toutes les innovations qu'on peut observer dans les différentes expériences autour de comment mobiliser les comités, les communautés territoriales dans ces dispositifs d'insertion mériteront d'être regardées de très près. Comment est-ce qu'on peut faire ça ? Troisième niveau, c'est le niveau macro. Alors, dans ce niveau macro, la première question qui va se poser autour de ces dispositifs, c'est comment les pérenniser. Alors, comment les pérenniser ? Bien sûr, la première question, c'est combien ça coûte et qui va payer. Ça, c'est clair. Donc, par rapport à ça, il y a des éléments de réponse qui ont été donnés. Beaucoup de ces éléments de réponse reposent quand même dans ce qu'on va pouvoir produire comme information sur la mise en œuvre de ces dispositifs et leur développement. Dans cette dimension macro, le deuxième niveau, c'est la dimension des politiques publiques. Comment, sur la base de ces dispositifs, qui restent encore des dispositifs expérimentaux, comment arriver à passer à une réflexion de politique publique et donc intégrer cette dimension pérennisation, cette dimension de réponse à une échelle de réponse nationale, l'échelle à laquelle se posent les problèmes, nationale ou voire plus importante. Et puis, je dirais que la troisième dimension dans ce niveau macro, c'est une dimension sociétale. L'insertion de ces jeunes agriculteurs, je crois que tout le monde l'a dit autour de la table, ça va être lié à est-ce que les jeunes agriculteurs, est-ce que ces jeunes vont avoir envie de s'installer en agriculture ? Et pour faire ça, il faut changer le regard de la société sur l'agriculture familiale. Changer le regard de la société sur les performances de cette agriculture, changer le regard de la société sur son rôle, donc le rôle de cette agriculture dans la société. Et donc là aussi, il faut s'interroger sur comment est-ce que ces dispositifs peuvent participer à ce changement sociétal, ce changement de regard sur l'agriculture familiale. Et le quatrième point, il alimente en fait les trois autres points. Et là, je retrouve aussi ma posture de recherche et de recherche-développement, c'est l'importance de la production de connaissances sur ces processus. Production de connaissances par des dispositifs de suivi-évaluation qui doivent être mis en place dès le démarrage des dispositifs d'intervention, d'insertion,
pour pouvoir suivre les processus, les analyser, fournir des chiffres, mais non seulement fournir des chiffres, mais aussi analyser des processus. Donc il faut à la fois du quantitatif, du qualitatif, mis en place dans la durée. Et donc autour de ces différents axes, eh bien, on a là quelque chose comme un programme de développement, mais aussi un programme de recherche, mais aussi un programme de formation autour de ces questions de l'insertion.